Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. La semaine dernière, je laissais ma chronique sur des points de suspension, en disant qu'il était nécessaire de prendre en compte les questions de classe sociale, ou de catégories socio-professionnelles, comme on dit dans la langue des politiques actuelles, dans les exigences de représentativité. Aujourd'hui, j'ai envie d'approfondir ce sujet et de me demander à quoi ça ressemble un cinéma, et plus largement un audiovisuel, qui fait sauter le bouchon des classes sociales. Mais avant tout, un petit détour plus politique. Le propre des classes sociales, c'est qu'elles se reconfigurent avec le temps. Historiquement, on se focalise sur le concept de lutte des classes, sous-entendu entre ouvriers et bourgeois. Mais il y a toujours eu, dans les sociétés humaines dites développées, une stratification en classes. Leur reconfiguration est liée directement au modèle économique du moment. Une société agraire aura des seigneuries, une société industrielle des bourgeois, et les sociétés dites de service, des élites intellectuelles. Ce petit détour est important, car la question du bagage intellectuel est devenue subrepticement le marqueur principal de la différenciation sociale. Comme celles qui l'ont précédé, ces différences sont totalement arbitraires. La possession de terre, la possession de capital ou la possession de savoir, entendez de diplôme, n'ont bien évidemment aucun fondement empirique. Ce sont de pures décisions humaines, imposées parfois jusqu'à la violence. Dans la configuration actuelle, l'artiste, l'agent culturel, est l'objet social central, pétri de fausses consciences de classe. Il se croit membre de l'élite tout en exécutant un travail de prolétaire. C'est lui qui est envoyé en tête de pont dans les quartiers défavorisés à coups d'occupations précaires, de squats artistes et autres pour faire remonter la valeur immobilière et initier la gentrification. C'est lui dont le statut a longtemps oscillé, peut-être, on l'espère, plus pour longtemps, entre chômeurs, salariés et indépendants. Tout cela pour dire une chose. L'artiste est le point de bascule inconscient vers une société du savoir, une société où le savoir est le nouveau capital. Si je vous parle de tout cela, c'est parce que je crois qu'il y a un parallèle à faire avec l'histoire du cinéma. Prenons-en, pour nous en convaincre, le versant le plus visible, Hollywood. Le statut des cinéastes, mais aussi celui de tous les techniciens, est passé de celui de prolétaire à celui d'ouvrier qualifié. C'est l'étape, pour ainsi dire, industrielle du cinéma. Les rapports de domination se sont ensuite passablement relâchés. La syndicalisation a permis aux travailleurs du cinéma d'être plus indépendants dans leurs choix et de se passer d'un salariat fixe. On est là dans l'industrie de service. Arrive le nouvel Hollywood, de jeunes mercenaires, diplômés, cultivés, et il faut bien le dire, arrogants, qui vont bouleverser un Hollywood en crise et inventer de nouvelles formes et de nouveaux concepts, dont un qui a façonné le cinéma des 50 dernières années, le blockbuster. Selon cette vision des choses, on peut retirer deux conclusions. La première, c'est qu'il existe un rapport entre rupture culturelle ou artistique et rupture socio-économique. La deuxième, c'est que la rupture artistique a un coup d'avance sur la rupture socio-économique. Quand une grande partie des Américains étaient encore des prolos, les artistes étaient déjà des salariés qualifiés. Et quand la bascule vers un salariat plus protégé s'est opérée dans la société, les artistes étaient déjà dans la société de service. Et le nouvel Hollywood a été cette révolution des sachants dans laquelle on baigne aujourd'hui. Alors, quelle serait une culture, et en ce qui nous concerne un audiovisuel, qui s'affranchit des déterminants sociaux? Une culture qui lutterait contre la culture, avec un grand C. Pour garder notre exemple hollywoodien, il y a à mon sens une autre révolution esthétique qui s'est opérée, moins visible chez nous, plus souterraine, car cachée derrière l'industrie du blockbuster. C'est l'avènement de la comédie régressive dans les années 90 et la première décennie 2000. Porté par les films des frères Farrelly, par des acteurs comme Will Ferrell, Ben Stiller ou les frères Wayans. Ces films se distinguent d'abord par leurs personnages, tous crétins à des degrés divers, qui doivent affronter l'arrogance des sachants. Mais ces films ont aussi rebattu les cartes au niveau créatif. Les films deviennent indifféremment l'initiative d'acteurs, de scénaristes ou de réalisateurs. Mais surtout, les réalisateurs n'ont suivi aucune des filières classiques de l'époque, université, pub ou clip. Ils n'ont, de base, aucun ego d'auteur, et les rôles sont, de fait, interchangeables. L'acteur scénarise, le scénariste réalise, et tout ce petit monde coproduit.
Je le répète, on parle bien d'une révolution qui s'est déroulée là. Tous les succès critiques et commerciaux de ces dernières années sont signés par des cinéastes de cette génération, issus du stand-up, des shows comiques et des comédies grasses. Todd Phillips, Adam McKay, les frères Russo, réalisateurs des Avengers, Jordan Peele, James Gunn, etc. On pourrait encore y ajouter les créateurs de South Park, des Simpsons et tant d'autres. Tous, peu ou prou, s'attaquent de front à l'intelligentsia. Tous connaissent le pouvoir subversif de l'humour. Tous, aussi, en ont fini avec la logique autoriste. Chez nous, en Europe, bien peu de tout cela. On pourrait citer un ou deux exemples français, comme Éric et Ramsey, Quentin Dupieux, la bande de Philippe Lachaud, le Palmachot, mais rien de vraiment structurant. Évidemment, la structure de nos productions permet moins facilement ce genre d'émergence, d'autant qu'elles ne peuvent venir que de genres éminemment démocratiques, l'humour et l'horreur, les deux genres les plus sous-représentés de nos cinématographies. C'est sans doute là qu'il faut agir si on veut une vraie représentativité sociale, et casser les codes, promouvoir de manière volontariste la production de comédie. Au moment où on les fête les 30 ans du film sans doute le plus emblématique de notre petite cinématographie, c'est arrivé près de chez vous, l'heure est propice pour assumer qu'on a besoin autant de Rosetta que de Ben. À la semaine prochaine.